Bonsoir à tous, bienvenue dans Point de Vue, la dernière de la saison. Rassurez-vous, Guillaume Roquette n'a pas déserté, il sera de retour à la rentrée. Le Figaro Magazine d'ailleurs paraît ce week-end et il titre sur le monde d'Alix quand la BD rencontre l'histoire et son directeur adjoint est avec nous. Bonjour Jean-Christophe Buisson. Il connaît aussi bien le foot, la politique, la culture, l'art de vivre que les Balkans. Ça tombe bien, on va parler de tout ça aujourd'hui. On va en parler également avec Hervé Nathan. Bonjour. Autre directeur adjoint, autre rédaction, Marianne qui titre en l'occurrence cette semaine sur Deschamps, président. Excellente matière à débat avec deux autres spécialistes de la chose. Je ne parle pas de Deschamps, mais du football. Richard Bouygues, premier adjoint socialiste à la mairie du 12e arrondissement et co-auteur du livre « Le foot va-t-il exploser ?» On signale plein d'autres publications d'ailleurs sous votre plume et sur ce sujet auquel vous avez contribué comme co-directeur de l'Observatoire Sport et Société de la Fondation Jean Jaurès, je ne me trompe pas. Et face à vous, enfin, Alexandre Devecchio, journaliste à Figaro Vox. On signale d'abord votre livre, Les nouveaux enfants du siècle, qu'on ne se lasse pas de lire et de relire, et de citer, et votre très belle interview dans le Figaro Magazine d'Eliette avec Assis, plaisir des yeux, plaisir de lire, puisqu'elle rend hommage à un géant de la littérature, l'écrivain et romancier américain Tom Wolfe, décédé... Comment ? Philippe Roth. Pardon, oui, c'est Philippe Roth. Pourquoi j'ai marqué Tom Wolfe ? C'est Philippe Roth. Je vous confirme que c'est Philippe Roth. Tom Wolfe. C'était non moins voilà. Merci. Mais c'est vrai. Et c'était à lire dans le Figaro Magazine aussi. Donc, rassurez-vous, on ne parlera pas de littérature. Je ne sais pas s'il faut se rassurer, mais on la recommande. Les conseils de lecture de Figaro Live à retrouver dans l'onglet juste au-dessus, Figaro Live. Et vous faites conseils de lecture, valise pour l'été, et vous aurez plein de conseils. À la une ce soir. La France est-elle mieux armée contre le terrorisme ? Création d'un parquet spécifique aux grandes dames des syndicats de magistrats qui crient à l'instauration d'une justice d'exception. Est-ce justifié, sans jeu de mots ? Est-ce bien surtout le problème ? On attend vos commentaires, on attend vos réactions. La France est-elle mieux armée à la veille du 14 juillet et avec la promulgation de la loi de programmation militaire, en phase d'ailleurs avec les exigences de l'OTAN ? Un an après l'humiliation du chef d'état-major des armées par Macron, le président de la République a-t-il tiré les leçons de la crise de l'an dernier avec le haut commandement militaire ? A-t-il compris le message ? Donnez-nous vos réponses, votre avis et posez vos questions. On reviendra également sur un autre sujet, l'inscription de pictogrammes sur les dangers du vin pour les ados et les femmes enceintes. Levée de bouclier de la profession, Romané Conti, Roderer, Pétrus, même combat, même tribune dans le Figaro et même message, blanc, rouge, rosé ou à bulles, boire du vin n'est pas un délit. Enfin, on ne va pas y échapper, le foot, est-ce que vous y croyez ? Est-ce que les Bleus ont déjà gagné ? Débat au sommet, puisque ce débat, il est avec les invités, mais avec vous, puisque vous êtes nos premiers invités et on attend que vous répondez à nos questions, notamment sur Twitter. Et on salue Sylvie, Jacqueline, Kevin, Nicole, Romero. Vous faites tout de suite partager vos commentaires, notamment sur une question un peu lourde, mais qui est une question d'actualité. Le terrorisme, 110 000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour assurer la sécurité à la fois du 14 juillet et également de la retransmission de la finale de la Coupe du Monde de foot à partir de 17h dimanche. Deux événements d'ailleurs qui seront à suivre avant, pendant et après sur Figaro Live. Et alors que Édouard Philippe se rend à Nice demain pour l'hommage aux victimes de l'attentat du 14 juillet 2016, le Premier ministre donc, a présenté ce matin un plan de lutte antiterroriste. Parmi la quarantaine de mesures annoncées, certaines sont secrètes, d'autres le sont moins, notamment celle-ci. Je confirmais ce matin la création d'un parquet national antiterroriste qui permettra de renforcer encore l'action publique dans la lutte contre le terrorisme. Vous êtes rassuré, Jean-Christophe ? Je suis surtout rassuré par les chiffres qu'a donné un peu Édouard Philippe lors de cette conférence de presse, notamment sur évidemment la baisse du nombre d'attentats terroristes ces 2 dernières années, même si on en a eu quelques-uns, est assez spectaculaire, d'une part. Ensuite, le nombre d'attentats avérés qui ont été déjoués, c'est quand même assez rassurant, il faut le souligner aussi. Et cette mesure me semble une mesure de bon sens, de créer ce parquet antiterroriste qui était demandé par de nombreuses personnalités de tous bords d'ailleurs. Moi je crois que Édouard Philippe, Emmanuel Macron et le gouvernement fait ce qu'il peut dans la mesure où la loi empêche un certain nombre de mesures qui pourraient nous sembler plus
encore plus radicales et peut-être plus efficaces, comme l'expulsion des étrangers ou des binationaux pour des faits de terroristes. Mais ça, il faut changer la loi pour arriver à ça. Donc pour l'instant, dans le cadre de la loi telle qu'elle existe, je pense que petit à petit, il me semble que le gouvernement fait ce qu'il peut et surtout il s'adapte à la modification de la menace que fait peser l'État islamique en France, puisque ayant perdu une grande partie du territoire qu'il avait conquis ces dernières années, évidemment, lui-même change sa forme de combat et nous sommes obligés aussi de modifier notre façon de nous défendre. La dernière chose qui m'a un petit peu agacé, c'est cette communication, c'est-à-dire de dire il y a 40 mesures, il y en a 8, on ne vous dit pas. Ça, c'est quand même, je trouve ça ridicule. Évidemment qu'il y a des mesures qui ne sont pas dites, qui sont secrètes. On espère qu'il y a des choses qui ne sont pas dévoilées dans la transparence totale aux citoyens pour gérer la sécurité des Français. Mais alors, ce besoin de dire, mais on a plein de bottes secrètes cachées, mais on ne vous les dira pas, je trouve ça un petit peu puéril et enfantin. C'est votre avis également, Richard ? J'ai un peu un biais différent. Je suis d'accord avec l'analyse, mais je crains le coup de com' en même temps que le plan antiterroriste. Pourquoi ? Parce que ça me rappelle un peu la task force qui avait été annoncée avec un grand renfort médiatique et qui, au final, ne s'est pas avéré quand même être l'outil qu'on attendait. Même les personnes qui participent aujourd'hui sont un petit peu plus interrogatives sur l'outil tel qu'il a évolué et ce qu'il est devenu. Est-ce que finalement l'ensemble de ce plan, qui pour une grande partie d'ailleurs prolonge des actions qui ont été et des mesures décidées lors du quinquennat précédent, est-ce que ce plan est à la hauteur ? Je ne sais pas. En tout cas, je trouve que la mesure la plus intéressante est peut-être celle dont on parle le moins. Moi, le parquet national, je m'interroge parce que la mesure, c'est celle qui concerne notamment les sorties de prison d'individus qui sont radicalisés ou qui ont été déjà condamnés pour terrorisme. Je crois que c'est 450 le nombre, dont 50 qui sont eux condamnés pour terrorisme. Là, par contre, il me semble qu'il y a un véritable enjeu et d'ailleurs qui ne concerne pas que la France. C'est une dimension que d'autres pays connaissent aujourd'hui. Richard, qu'est-ce qui vous a plu dans la mesure qu'a annoncé le gouvernement ? Parce que je trouve que sur les mesures d'accompagnement dans les sorties, je crois qu'il y a véritablement quelque chose à faire. Ils veulent aujourd'hui créer une mesure spécifique pour accompagner et mieux accompagner ces personnes. Il y a à la fois l'observation, mais il n'y a pas que l'observation, il y a un meilleur accompagnement. Ça, je crois que c'est quelque chose qui est nouveau, qui concerne la France, mais pas que la France, d'autres pays européens. On parle de pays dans les Balkans tout à l'heure, mais ils sont aussi confrontés. Je crois que c'est la Bosnie notamment qui vit ça d'une manière particulière. Bref, là, je pense qu'il y a un véritable enjeu qui n'est pas d'ailleurs français, qui est à la fois européen. Et cette mesure, je pense, elle est un peu trop mise dans le 6e rang, alors qu'elle me semble être peut-être l'aspect le plus nouveau, même si pas forcément le mieux mis en exergue dans la communication du gouvernement. Et je suis d'accord sur les 8 mesures. On aurait pu entendre des choses sans forcément avoir à nous les cacher comme ça. C'est pour ça que ça renforce un petit peu mon idée initiale du côté com. Ça méritait, je crois, un petit peu plus parce que c'est un enjeu partagé. Il faut être quand même un peu clair. Le plan de lutte contre le terrorisme n'est pas à la hauteur. C'est ce que nous dit Sylvie Romero. Dites-nous d'ailleurs pourquoi, selon vous, il n'est pas à la hauteur. Et pour vous, Alexandre, il est à la hauteur ? Moi, je pense que c'est quand même une évolution significative. Il y a des choses effectivement intéressantes, ce qui vient d'être dit notamment. Je pense que d'ailleurs le gouvernement ne communique pas plus parce qu'il risque d'être accusé de mener une politique liberticide, notamment, c'est quand même une révolution philosophique. Théoriquement, quand on a purgé notre peine, on a purgé aussi notre dette pour la société. Là, les gens vont continuer à être observés, donc on tient compte de la spécificité de cette menace. De même... Ça ne gêne pas, en tout cas, certains internautes. Pascal, moi, ça ne me gêne pas. Qui nous dit on est en guerre, la discrétion du Pascal gouvernement. nous dit on est en guerre, on doit avoir des lois d'exception. Oui, je pense que c'est pour la première fois, on a, personne n'ose le dire, mais réellement des lois d'exception. Je pense qu'un parquet national spécialisé, c'est aussi une bonne chose, puisque c'est effectivement des cas extrêmement spécifiques et il ne faudrait pas qu'on se retrouve à nouveau avec, je rappelle par exemple que l'assassin du père Hamel avait été libéré avec bracelet électronique. Donc là, il y a une forme de légèreté des juges qui visiblement n'avaient pas compris la spécificité de cette menace-là. Donc sur le plan sécuritaire, ça me paraît intéressant. Ensuite, je pense que le combat contre le terrorisme ne doit pas cacher le combat plus profond qu'on aura à mener, à mon avis, et ce sera le combat d'une génération contre l'islamisme. Derrière le terrorisme, il y a une idéologie qui se répand, notamment dans certains quartiers, qui est pas loin d'être peut-être pas majoritaire chez les musulmans, mais en proportion importante. Et je pense que le combat du futur, c'est celui-ci. Ça passe par l'éducation, ça passe par la maîtrise des flux migratoires, ça passe par le retour d'une forme de patriotisme. Et c'est ce combat-là aussi qu'il faudra mener dans les décennies prochaines.
Est-ce que vous partagez d'ailleurs l'avis que vient d'exprimer Alexandre Devecchio? Bien, vous continuez à nous le dire sur le forum du Figaro, sur Facebook également. On vous a posé une question sur Twitter. Êtes-vous convaincu du nouveau plan de lutte contre le terrorisme présenté par Édouard Philippe? Et vous êtes 82% à nous répondre non. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous partagez ce scepticisme, Hervé? Non, je ne suis pas sceptique. Moi, je trouve que le gouvernement, et l'appareil d'État en général, font quand même leur travail. D'une certaine manière, c'est vrai, le bilan tel qu'il a été dit avant moi, c'est que ça a baissé. C'est qu'il y a moins d'attaques. Il y a moins d'attaques réussies, il y a même sans doute moins de contacts. Il y a toujours une volonté d'attaquer. Non, mais il y a toujours une menace. Mais moi, je pense qu'on est peut-être en train de changer d'un petit aussi d'époque. C'est-à-dire que d'une part, les sanctuaires extérieurs de Daesh, notamment en Syrie, sont en train d'être détruits. Donc la menace est en train de changer. Peut-être qu'elle diminue aussi parce que les bases arrières sont moins conséquentes. C'est pas si simple comme ça. Il suffit pas de dire ils ont mis des gens, ils ont disséminé des gens et puis ces gens vont attaquer. C'est pas aussi simple que ça. Et deuxièmement, on commence à être les pays qui ont été frappés par le terrorisme, qui se sont confrontés au terrorisme, commencent à être confrontés à une deuxième époque. Par exemple, on doit gérer à la fois les sorties de prison, mais aussi le retour de familles, d'enfants, d'épouses, éventuellement d'hommes sur le territoire national. La Russie fait de même. Il y avait je sais plus où, j'ai vu un intéressant article où on voit qu'en Tchétchénie, on accueille l'espèce de demi-dictateur assez sanguinaire qui a réussi à régler le problème tchétchène. Kadyrov devient maintenant le champion d'un néo-islamisme qui serait non terroristes, en accueillant les familles des gens de Daesh. Il y a beaucoup de choses très compliquées comme ça qu'il va falloir gérer. Et là, pour le coup, c'est vrai. La manifestation anti-Charlie Hebdo, d'ailleurs, effectivement, à Grozny. C'est un travail d'une génération. Un travail de police d'une génération, un travail de justice d'une génération. Les solutions simplistes, d'ailleurs, à mon avis, soulèveraient le même scepticisme de la population. Par exemple, dans les solutions simplistes, par exemple, expulser tous les anciens terroristes, notamment les binationaux. On a un cas pratique, là, en ce moment. On a Jamel Begal. Jamel Begal, qu'on arrive. Alors, on rappelle qui est Jamel Begal. Il est impliqué dans les attentats de 95 et il est le mentor d'un des frères Kouachi et de Koulibaly. Donc, Kouachi est auteur de l'attentat contre Charlie Hebdo et Koulibaly contre l'hypercacher. La sort de prison, 10 ans de prison, fin de peine, il sort. Il a été déchu de sa nationalité, puisqu'il était franco-algérien, déchu de sa nationalité, comme quoi c'est possible. Tous les trucs qu'il dit, toutes les personnes qui ont dit on ne peut pas, il faut changer le droit, voire changer la Constitution, etc. Tout ça. D'ailleurs, François Fillon l'avait dit, le premier à avoir dit écoutez, tout ça, ça existe déjà, il s'appelle ça, il faudra lui rendre hommage au moins de temps en temps. C'est François Fillon. Et François Fillon. Que le directeur adjoint de Marianne aura rendu hommage à François Fillon. C'est pour ça que Point de Vue existe, c'est pour ce genre d'alliages qui sont parfois assez inattendus. Donc François Fillon, elle avait rappelé. Donc voilà, on se retrouve dans un cas concret, c'est que apparemment les Algériens, eux, ils n'en veulent pas. Et pour le moment, on va être obligé de bricoler, de bricoler quelque chose. Il va être maintenu à résidence avec un bracelet, sans sous surveillance. Ça doit correspondre aussi à la tâche de cette cellule qui vient d'être annoncée. Oui, il va falloir gérer. Alors, on fait quoi? On cède aux Algériens? Mais les Algériens, non, mais vous savez, le gag dans l'histoire, c'est qu'en fait, les avocats de Jamel Begal, ils vont devoir aller plaider à Alger devant le tribunal administratif algérien, pour faire condamner l'État algérien pour non-reconnaissance de la nationalité, puisque je crois savoir que l'Algérie a signé les mêmes conventions que nous, les conventions internationales, qui disent qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas déchoir les gens d'une nationalité d'origine. Donc les Algériens ne peuvent pas faire un apatride. Voilà, nous n'avons pas le droit de faire des apatrides, c'est pour ça que la déchéance de nationalité ne peut concerner que des gens qui ont une double nationalité. Et donc, c'est la même chose pour l'Algérie. Donc, les Algériens, il y aura un jour, dans les semaines, les mois, les années qui viennent, un procès à Alger pour obliger l'État algérien à reprendre Jamel Begal. Voilà. Parce que c'est ce que nous dit Michou, il faut envoyer dans leur pays d'origine tous les binationaux fichés. Croyez-vous que les pays qui ont subi, l'Algérie a subi une guerre civile épouvantable, à côté desquelles les attentats de chez nous, je ne dis pas que c'est une plaisanterie, c'était horrible, puisqu'en plus, moi, j'étais à côté, donc je sais de quoi je parle. Mais franchement, il y a eu 100 000 tués en Algérie. Vous croyez que
l'État algérien, ils ont vraiment envie de voir arriver Jamel Begar, franchement. C'est intéressant parce que ce que dit Hervé Nathan, c'est de constater qu'il y a des zones grises dans le combat, à la fois le combat contre l'islamisme, pour rebondir sur ce que vous dites. Par exemple, aujourd'hui, quand on veut expulser des gens qui sont expulsables, par exemple au Pakistan, on ne peut pas, parce que le Pakistan ne les veut pas. Donc on a beau, ils ont beau être expulsés, on ne peut pas les renvoyer au Pakistan. Et alors là, c'est un problème de migrants et un problème de terrorisme, celui qui vient d'être évoqué. Mais en France, pour revenir sur le projet d'Orgerie, il y a des zones grises qui sont... fonctionnaire qui était de passage ici, qui disait que parfois quand on fait pression sur les pays d'origine, finalement, ils finissent par céder. Ouais. Donc, alors les questions de migration et les questions de terrorisme sont quand même pas tout à fait les mêmes. Mais sur les questions de terrorisme, pas du même niveau, les zones grises, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les mosquées salafistes aujourd'hui en France? Est-ce qu'on les ferme ou est-ce qu'on les ferme pas? Pour l'instant, apparemment, on ne les ferme pas, alors qu'il y a des choses qui sont dites et qui... Faites allusion notamment à l'affaire de l'imam de Toulouse. À Toulouse, absolument. Donc cet imam qui a tenu des propos antisémites. La lutte contre, qui est à mon avis essentielle, contre la propagande islamiste terroriste sur Internet. On ne peut pas, dans le cadre de la loi, prendre certaines mesures sur Internet. Donc il y a des zones grises comme ça. Tous les gouvernements du monde, avec tous les efforts du monde, dans le cadre de la loi actuelle, ne peuvent rien faire. Et c'est ces zones grises qui sont inquiétantes, je trouve. La loi peut être toujours changer, je pense, et on redécouvre que la politique, c'est des rapports de force aussi. Et je suis d'accord avec ce qui a été dit, il y a des moyens de mettre la pression sur l'Algérie, des sanctions économiques possibles, on peut y réfléchir. C'est aux politiques de faire de la politique et d'assumer une forme de rapport de force. C'est ce qui se passe aux États-Unis avec Donald Trump, peut-être pour le pire et pour le meilleur, mais ça a l'air de lui réussir dans les sondages parce que les citoyens s'y retrouvent et ils l'appliquent le programme pour lequel il a été élu. Ça pose également la question de la dérive du droit. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'instances supranationales, d'instances juridiques qui empiètent, à mon avis, sur le politique. Et je pense qu'il faut rééquilibrer un peu plus en faveur du politique, un peu moins de droit, un peu moins de juridiction et un peu plus de politique. Êtes-vous convaincu du nouveau plan de lutte contre le terrorisme présenté par Édouard Philippe? C'est la question qu'on vous pose sur Twitter, #point de vue, et pour l'instant, vous êtes toujours une écrasante majorité à répondre non. Benoît nous dit il faut que les collectivités locales, maires, etc., soient directement informées par les services secrets sur les fichiers S dans leur ville pour mieux les gérer et surveiller. Alors ça, c'est une des mesures qui est prévue dans le plan de lutte antiterroriste, de pouvoir prévenir en toute confidentialité un certain nombre de maires de la présence d'individus dangereux. On passe quand même de quelque chose où il y avait quasiment rien à quelque chose où on va donner des informations, mais sans bien évidemment tout dévoiler. L'idée n'est pas qu'à un moment donné, l'État confie aux élus locaux l'ensemble des données. Par contre, ne rien avoir est parfois un peu surprenant quand on est un élu local. Et quand on apprend a posteriori... Ça vous est arrivé d'ailleurs dans le 12e ça nous est arrivé dans le 12e, effectivement, où on a été confronté à un individu qui a été arrêté en possession d'une arme blanche sur un espace public et qui était visiblement suivi, qui était un individu fiché pour lequel, bien évidemment, nous n'avions aucun élément, aucune indication. Entre ne rien avoir et puis avoir l'ensemble des données qui, d'après moi, ne sont pas de la responsabilité du maire et que le maire n'a pas à avoir, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver. Et je pense que sur ce point-là, on devrait, avec le gouvernement, trouver ce point d'équilibre. Et je le dis pourquoi? Parce que entre ceux qui demandent tout, et je pense que c'est vraiment dangereux. Et le fait qu'on n'ait rien, il y a une zone qui est un petit peu compliquée pour des élus locaux à gérer, notamment quand on est en équipe municipale et en responsabilité, mais vis-à-vis de la population aussi, qui nous interpelle sur ces sujets. Donc je crois qu'il y a quelque chose à trouver. Petit point sur le parquet national antiterroriste. Moi, la chose qui m'a un petit peu gêné, au-delà des débats syndicats de la magistrature ou pas, et un débat qui a déjà eu lieu depuis quelques années, c'est est-ce qu'on rajoute ou pas dans les compétences la lutte sur le grand banditisme, la grande corruption, etc. Parce qu'on sait qu'à un moment donné, le lien avec le terrorisme et le grand banditisme n'est pas complètement à chaque fois dénué. Pourquoi enlever alors que ça a pu être à un moment donné un des sujets d'expertise et que ça ne me semble pas idiot de le laisser? Il faut que les collectivités locales donc, soient directement informées, ça on l'a vu. Il y a une autre remarque que nous fait Pascal, en tout cas une opinion qu'elle exprime. Tant que les juges mettront en avant toujours l'état des droits, on n'y arrivera pas. Ouais. J'étais sûr que ça vous ferait réagir. Non, mais je pense que ça ne correspond
pas, ou en tout cas plus à la réalité de l'exercice de la justice dès qu'il s'agit de terrorisme. Voilà. Je pense que il y a plus de laxisme. Voilà, trouver un juge laxiste dans un dossier de terrorisme, là récemment, depuis 1 an ou 2, je pense que je n'ai pas vu la presse en tout cas sortir un seul cas. Sauf la libération. Depuis la libération, effectivement, Marseille, je rappelle quand même, c'est une fois que l'acte est commis, il y a sans doute une sévérité, mais Marseille, la personne est fichée S, et en situation irrégulière, elle n'est pas... C'est plus au niveau de l'application des peines. Il y a un problème administratif, mais ce n'est pas la justice qui était laxiste. La sécurité actuelle n'est pas assurée contre le terrorisme, estime Jean-Claude. Il faut que Macron et Philippe arrêtent leur déni de la situation. Bon, ça vous paraît injuste ? Il y a un certain nombre d'attentats qui ont été déjoués, et peut-être qu'il y en avait même plus, mais on considère qu'ils ne méritaient pas d'être signalés. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas faire le procès. Faut pas faire procès inverse à l'exécutif, parce que s'ils n'en font pas trop, en termes de communication, je trouve que peut-être qu'il faut en savoir gré plutôt que de le critiquer, parce que c'est quoi l'inverse ? C'est faire beaucoup de tam-tam. Regardez, alors au lieu du Premier ministre, ça aurait été le Président de la République, au lieu d'être en banlieue parisienne, ça aurait été à l'Élysée, on aurait fait une conférence, on aurait habité la même chose, et le Président de la République aurait pu dire « Regardez ce que je fais ». Voilà, je trouve que d'une certaine manière, je veux dire, la communication tue le sujet. Je trouve que là, le gouvernement est dans son rôle. Il y a un bon équilibre entre l'action et la communication. Par contre, ce qu'on peut lui reprocher, c'est qu'il y a quand même eu des attentats dernièrement, pas si longtemps à Paris, à quelques rues d'ici, et j'ai eu le sentiment que jusqu'ici, l'exécutif tentait presque une stratégie de la banalisation. Or moi, je ne m'habituerai jamais à ce que des gens se fassent égorger dans les rues, même si c'est plus 400 personnes qui se font tuer comme au Bataclan, que c'est une personne, c'est déjà de trop. Et on en restera là, et avec également cette remarque de Nick, il faut respecter l'état de droit, mais juste ne plus faire preuve de laxisme et de collusion avec l'islam radical. Ça correspondait à ce que disait Alexandre Devecchio. Mais je note votre satisfecit général au gouvernement sur ce plan de lutte antiterroriste. Je ne me laisserai pas baiser comme ça. C'était il y a 1 an. C'était ce qu'avait déclaré le chef d'état-major des armées en pleine offensive de Bercy contre le budget de la défense. Emmanuel Macron avait pris la mouche alors et avait cru opportun, souvenez-vous, de réagir comme ça. Il ne m'a pas échappé que ces derniers jours ont été marqués par de nombreux débats sur le sujet du budget de la défense. Je considère, pour ma part, qu'il n'est pas digne d'étaler certains débats sur la place publique. J'ai pris des engagements. Je suis votre chef. Les engagements que je prends devant nos concitoyens et devant les armées, je sais les tenir. Et je n'ai à cet égard besoin de nulle pression et de nul commentaire. On reviendra sur, non pas les commentaires, mais les réactions de nos invités quand ils écoutent cette déclaration. Le chef d'état-major des armées, à l'époque, n'avait pas commenté. Il avait juste agi, ou plus exactement réagi par le geste, ainsi, puisqu'il avait démissionné sous les applaudissements de ses troupes à l'état-major de Balard. Par ce geste, son but, c'était que l'État conserve, mais surtout augmente le budget des armées. Objectif, 2% du PIB. Depuis, une nouvelle loi de programmation militaire a été votée et elle a été promulguée ce matin. Et le président de la République l'a fondée sur une conviction. C'est cette conviction qui m'a conduit à m'engager sur une trajectoire budgétaire qui permettra de porter l'effort de défense à 2% du produit intérieur brut en 2025, afin de continuer à conduire les opérations là où nous devons les mener, à préparer l'avenir et à moderniser les équipements. Macron a compris ? Il semblait avoir compris. Après, on verra, parce que les lois de programmation militaire, ça existe depuis le début de la Ve République. Pratiquement aucune n'a été menée à son terme dans les termes dans lesquels elle était au départ.
En général, c'est toujours en dessous. Pourquoi ? Parce que c'est la marine. Mais là, il y a un vrai enjeu. Hein. Il y a un véritable enjeu, d'autant qu'il y a par ailleurs, non seulement on manque de crédit, mais en plus, il y a quelques erreurs stratégiques qui ont été faites. Par exemple, on a trop longtemps privilégié un avion de supériorité stratégique au détriment de la production de drones. Et de quoi est-ce qu'on s'aperçoit qu'on a besoin quand on est dans le Sahel ? C'est qu'on a besoin de drones. Et ce dont manque l'armée française dans son combat contre le terrorisme, contre les salafistes et les terroristes au Mali, eh ben, c'est de drones on a besoin de drones armés que les Américains et les Israéliens en produisent depuis belle lurette maintenant, et que l'Europe, la France et les Européens sont incapables pour le moment de produire. On attend peut-être un drone d'origine étrangère, je crois américain, va être armé bientôt, mais seulement bientôt, mais c'est pas un drone produit. Et des projets voilà. En fait de coopération. Le président de la République avait promis. Alors le premier geste du président de la République en tant que chef des armées, c'est pas celui-là, c'est d'être allé au Mali rencontrer les troupes, et là-bas il leur a promis, c'était assez discret parce que il y avait une polémique sur la place des journalistes qui avait qui avait fait couler beaucoup d'encre, mais il avait fait une promesse aux troupes sur place, c'est de leur fournir des blindés capables d'évoluer dans le désert et qui est suffisamment blindés pour les protéger contre les bombes artisanales. Je pense qu'ils attendent toujours. Je pense que les troupes dans le désert, elles n'ont toujours pas ce fameux blindé qui leur manque tant, parce que pour le coup, là, c'est quelque chose dont les soldats ont vraiment besoin. Et s'il l'a fait, c'est qu'il était bien renseigné. C'était une très bonne idée qu'avait le président de la République, qui semblait avoir compris. Ben, pour le moment, en tout cas, à ma connaissance, j'ai vu encore que les états-majors demandaient à avoir des espèces de 4x4 qui étaient capables d'aller aussi vite que les... Oui, en format quad. Un format quad, etc. Enfin, il manque de beaucoup de choses. Voilà. Et la pratique de la guerre, c'est ça. C'est des choses assez... c'est pas seulement des milliards, c'est des choses assez concrètes. C'est sûr qu'il y a un décalage entre l'effet d'annonce et puis le résultat de cette loi de programmation militaire de plusieurs centaines de milliards sur 300 milliards sur 7 ans, je crois. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui au Mali, pour reprendre cet exemple, ils sont avec des VAB qui ont 30 ans d'âge, mais parce que c'est une règle générale dans l'armée française, on a un matériel qui est très vieillissant, qui n'a pas été renouvelé ces dernières années et dont on paye aujourd'hui le prix maintenant qu'on est engagé sur des conflits réels. Ensuite, Macron, est-ce qu'il a compris ? Je crois que oui. Je crois qu'au sein de l'armée, sa cote a considérablement remonté, notamment au niveau de l'état-major, parce qu'il a pris des mesures, notamment vis-à-vis des familles, parce que la situation des familles de militaires est catastrophique depuis des mois. Ils sont physiquement épuisés. Lorsqu'ils reviennent d'une opération militaire, ils font du sentinelle. Donc, ils n'ont même plus de temps pour l'entraînement. Il n'y a plus de moyens pour l'entraînement. Donc, se maintenir en état de faire la guerre. Donc, il y a un cercle vicieux qu'il faut arriver à... Et ça, je crois que Macron en a pris la mesure. Il y a des mesures, voilà, les drones armés, bon ça y est, c'était décidé, c'est peut-être tardif, c'est pas en 8 jours que tout ça va se faire, mais je pense qu'il a compris. Mais le problème, c'est vraiment les soldats de base, encore une fois. C'est des choses toutes simples, mais les soldats de base, quand vous leur parlez, c'est un problème de treillis, de vêtements, de quotidien, de gilets pare-balles. Et tout ça, ça prend du temps, ça prend de l'argent, ça prend de l'énergie. Et ça, on n'en verra pas les effets tout de suite. Donc, il y aura toujours un décalage. Demain, on va saluer, on va voir que le défilé du 14 juillet, ça va être magnifique comme d'habitude. C'est toujours un peu l'arbre qui cache la forêt. Mais le quotidien des soldats, il y a quelque chose de très frappant au sein de l'armée française qui est peu signalé, alors que ça intéresserait des sociologues. Je pense que Emmanuel Todd, ça le passionnerait. C'est le nombre des divorces qui a augmenté considérablement au sein des familles de militaires qui sont traditionnellement des familles qui divorcent peu, où on fait beaucoup d'enfants. Et ça a augmenté, pourquoi ? Parce que les familles sont épuisées par ce rythme depuis 3-4 ans, depuis la montée du terrorisme. Donc ça, c'est vraiment des détails, mais qui participent d'une atmosphère, alors que, vous regardez tous les sondages, c'est 90% des Français plébiscitent l'armée française. Il y a une réconciliation nationale autour de l'armée, à part quelques militaires est gauchistes. inversement proportionnel à celui pour les journalistes. 300 milliards, ce c'est le chiffre. Est-ce qu'il nous reste à faire ? 300 milliards, c'est le chiffre. Engagez-vous. 300 milliards, c'est donc le chiffre de cette loi de programmation militaire, c'est bien confirmé. Richard Bouy. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait eu un effort de fait. Enfin, c'est même pas l'impression, je sais qu'il y a eu un effort de fait pendant le quinquennat précédent et qu'on est dans la continuité. On a augmenté un peu les budgets. Vous l'aimez bien le quinquennat précédent. Des fois, quand on peut le réhabiliter, c'est pas mal. Et sur ces deux points-là, en tout cas, c'était pas au début. Et on a dit du bien de François Fillon. Sur ces on allait très loin, forcément, pour qu'on dise du bien de François Hollande. Mais j'ai pas dit du bien de François Hollande ou d'un autre. Je dis que simplement les mesures qu'on a sur le terrorisme, on les avait déjà prises et elles sont d'autant plus importante dans le quinquennat précédent que là, où on est dans la continuité de ce qu'a été les bouleversements précédents. C'était bien plus important sur le terrorisme dans le précédent quinquennat qu'aujourd'hui. On est dans une continuité, on n'a pas les bouleversements qu'on a eu sur le budget de la défense.
et des armées, on peut dire que l'engagement a été pris déjà dans le quinquennat précédent. On est passé en gros de 31,4 milliards à 33 milliards. C'est ça par an, ça va être en gros ça. Donc oui, on a augmenté, vous avez raison, mais dire qu'il n'a pas été pris en compte cet engagement dans le quinquennat précédent, c'est là où je diverge. Pourquoi je dis ça? Juste une précision, ce qui est vrai, c'est dans ce que vous dites, d'abord, je vous rassure, il y a été dit, même ici, du bien de François Hollande, notamment par Marc Landré, sur le choc de compétitivité. Premier point. Et deuxième point, j'en ai même d'autres. Effectivement, ce à quoi vous faites allusion, justement, sur la suite du quinquennat précédent, sur l'augmentation des crédits militaires, c'est le lendemain, c'est le discours de François Hollande au Congrès, au lendemain du discours, au lendemain des attentats du Bataclan, des attentats de Paris. Mais précédemment, le budget, au début du quinquennat, sous Jean-Yves Le Drian, avait continué de baisser, encore plus fort que sous Nicolas Sarkozy. Non, je pense pas. Les budgets militaires, ils avaient baissé à cause de la crise économique, je rappelle. Il faut quand même se souvenir. Oui, mais après la RGPP, il y avait encore eu une suppression militaire. J'ai suivi le dossier. Bref, ce que je dis, c'est qu'on est à un moment donné, oui, il y a un effort, mais cet effort, il a été d'abord engagé dans le quinquennat précédent, on le poursuit, et c'est très bien. Après, est-ce que Macron a tout compris? Probablement, parce que c'est un as de la communication. Dans la loi de programmation militaire, il y a quand même eu des petits moments qui ont été des pierres d'achoppement. Le service national universel, ça a quand même un petit peu crispé dans les casernes, pour le dire avec des grands guillemets, mais ça n'a pas été forcément... Non, mais au départ, il était prévu pour avoir une vocation militaire, il a été sorti de la loi de programmation militaire. Sur les OPEX, et notamment le surcoût des OPEX, jusqu'à présent, on avait une interministérialité pour prendre en compte ce surcoût. Aujourd'hui, c'est le budget de la défense qui va le prendre. C'est quoi? C'est 850 millions? Bon, c'est des points quand même qui sont aujourd'hui sur la table. Et est-ce que ce qui s'est passé, au début, le péché originel, est-ce que c'est dépassé? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, par contre, il y a une volonté du gouvernement, effectivement, d'apaiser la situation, mais les rancœurs, elles existent encore. Et même si, chez les chefs d'état-major, vous le disiez, ça peut aujourd'hui être insatisfait un peu plus, pour à la fois les soldats sur le terrain, ça ne l'est pas nécessairement. Et il y a quand même une grande interrogation sur l'orientation qui est donnée auprès de la hiérarchie. Et ces deux points montrent qu'à un moment donné, ça n'a pas forcément fonctionné dans le dialogue et qu'il y a eu, à un moment, une crispation et achoppement. D'autant que une grande partie de l'effort, enfin moi je veux bien qu'on fasse et qu'on dise que tout est bien, mais une grande partie de l'effort, c'est quand même post-quinquennat actuel. Ce qui était vrai d'ailleurs de la révision de la précédente loi de programmation militaire, ce que avait souligné notre excellente consoeur Nathalie Guibert du Monde à cette époque-là. Au même moment. Macron ne répond qu'aux demandes militaires des États-Unis, c'est ce que nous dit Arnaud sur le Figaro.fr. On vous pose la question sur Twitter d'ailleurs, selon vous, la France est-elle suffisamment armée pour faire face au conflit dans lequel elle est engagée? Vous répondez non à 68%. Et vous continuez à nous dire pourquoi. Beaucoup d'internautes sur le Figaro.fr se demandent au final d'ailleurs si la France a encore un budget conséquent pour se défendre, c'est toute la question. Cyberguerre informatique, nous dit Wagdox sur le Figaro.fr, la France est en retard pour se défendre, notamment sur cette question-là. Il y aura d'ailleurs demain des militaires qui sont engagés dans cette cyberguerre, qui sont commandés par le général de Pailleret, qui défileront d'ailleurs sur les Champs-Élysées. Je ne pense pas que la France réponde aux exigences de Donald Trump parce qu'elle est plutôt une bonne élève dans l'OTAN. Je crois que Donald Trump souhaite que ce soit 2% du budget des États et qu'on est à 1,9, 1,8. On arrivera en 2025 à 2%. Et cela dit, moi je souhaite qu'elle soit beaucoup plus ambitieuse et qu'elle en fasse un avantage stratégique. Ce qui manque à Emmanuel Macron, c'est une vision stratégique. Je pense qu'on va avoir besoin de la défense française vu les nouvelles menaces en Europe et qu'il serait malin d'extraire le budget de la défense du budget global, de négocier ça avec Bruxelles sur la question des 3%. À un moment donné, il va falloir choisir entre les logiques comptables et les impératifs nationaux. Et là, je crois qu'il y a, justement, on parlait du rapport de force tout à l'heure, il serait peut-être temps d'en établir un avec l'Allemagne.
Il serait aussi temps que les autres nations européennes nous aident dans la lutte contre le terrorisme militairement. Ça, c'est la position du président Macron. Je voudrais juste rappeler quelque chose. Je voulais juste rappeler quelque chose. S'il y a eu une attrition, effectivement, des moyens, c'est d'abord parce qu'il y a eu une crise économique majeure à partir de 2007. C'est-à-dire les 5 ou les 10 années de crise se sont traduites par des déficits considérables et que, effectivement, nos amis allemands... Les crédits de la défense. Les crédits de la défense. Comme les crédits de la défense descendaient quand même. On est en séquence atterrissage quand même. Deuxième voilà, et il y a une autre, ça c'est déjà, et donc on est en train de sortir de ces années-là, la croissance revient, etc., les choses s'ouvrent un petit peu. Mais même avant la crise de 2007, Hervé, les crédits de la défense descendaient régulièrement. Oui, non, on est en train de ressortir, on est en train de sortir là, on est dans, effectivement, depuis le geste de François Hollande le 14 novembre, parce que c'est un geste politique, il faut se souvenir, la déclaration, il dit le devoir, je cherche il dit la défense... On va essayer de la retrouver. C'est marrant, c'est vers vous dans ce cas-là. Voilà, il y a la défense nationale est supérieure, le pacte de sécurité est supérieur au pacte de stabilité. Voilà, il dit donc ça veut dire que ça n'est plus opposable. Et donc les questions de défense sont supérieures aux priorités que nous avons avec nos amis allemands. Avec Bruxelles. Voilà, et donc, d'une certaine manière, ce geste-là politique-là était très important. Et ça a permis au président Macron aujourd'hui de dire aux Allemands maintenant, on va faire des moyens de défense en commun, donc vous allez payer plus cher. Alors c'est une manière de contourner la proposition qui est de dire on devient totalement... On continuera de voir si justement c'est suivi d'effets. Wagdox s'inquiète de la marine française, on ne surveille pas nos eaux selon lui. Eh bien on verra ça justement, on reviendra sur ces questions-là à la rentrée. Autre question, là on n'est plus dans l'eau mais dans le vin, c'est une tribune avec les meilleures bouteilles qui fait la une du Figaro, Yquem, Smith Lafitte, Puvigny-Montrachet, Roederer, 60 meilleurs crus en veulent à Agnès Buzyn. Ce que vous laissez faire, vous voyez, vous pouvez le lire, c'est la transformation d'un produit d'excellence distribué dans le monde entier en un bien délictueux à travers l'apposition de pictogrammes mortifères sur les femmes enceintes et les mineurs. Voici donc ce que dit cette tribune, notamment en cause l'agrandissement en fait d'un pictogramme qui est obligatoire depuis une dizaine d'années, qui montre que le vin est dangereux pour les femmes enceintes. Actuellement, il est d'1 demi-centimètre et il doit sa taille doit être augmentée à plus d'1 centimètre. Une signalétique lugubre, mortifère, qui nous associe à des substances mortifères, disent donc les auteurs de la tribune. Bref, le ruinard blanc de blanc associé au LSD. Voilà en tout cas la justification de la ministre. Je crois que les femmes enceintes ne savent pas qu'aujourd'hui l'alcool passe directement le placenta et vont alcooliser le bébé. Ça ne viendrait à l'esprit de personne de mettre de l'alcool dans un biberon. Or, quand on boit de l'alcool et qu'on est enceinte, eh bien, on nourrit son bébé, son fœtus, d'alcool. Et donc, je pense que là, il y a une... Voilà, donc sur toutes les bouteilles de vin, il y aura un pictogramme femme enceinte qui existe déjà, qui est tout petit, mais qui sera que personne ne connaît, qui sera plus grand. Nous négocions. Hervé Nathan, alors là, ça vous met de l'ambiance. Hervé Nathan, vous êtes vin ou Buzyn ? Je suis vin et Buzyn, et je pense que Mme Buzyn... il n'y a pas de en même temps. C'est point de vue, on prend un point de vue. Ici, pour cette fois, sur ce sujet-là, c'est Mme Buzyn qui a raison, pour 2 raisons. D'abord, je suis allé voir sur le site Figaro.santé. Parce que je n'étais pas très... et le Figaro.santé... Excellente habitude. Excellent, voilà. Et donc, qui est un site très sérieux, dit exactement ce que dit Mme Buzyn, et donne tous les arguments de Mme Buzyn. C'est très dangereux pour les femmes, non pas pour les femmes enceintes, mais pour le bébé à venir. Voilà. Et les statistiques, les études scientifiques vont toutes dans le même sens. Il n'y a pas de dose minimale, il n'y a pas de dose maximale, etc. Ce que boit la mère, le fœtus la boit. C'est le site. Moi, je me refuse. D'accord, mais c'est pas ça qu'on reproche. Non, mais le reproche, c'est je crois que les femmes enceintes ne savent pas. C'est ça qu'il faut retenir. Apparemment, je crois que les femmes enceintes savent. La preuve que non, parce que voilà. Alors la prévention, ça passe par là. Par ailleurs, l'autre sujet. Moi, quand j'ai vu le sujet qui est passé, je me suis rappelé la propagande des fabricants de tabac. C'était exactement la même. C'était exactement du même style. C'était vous présenter un produit qui était un produit sympathique, qui permet la récréation, que tout le monde utilise, etc. Vous présentez ça comme un danger. Oui, l'alcool, pour les fœtus, c'est très dangereux. C'est très dangereux, voilà. Et donc, il faut faire en sorte que les femmes enceintes et allaitantes, d'ailleurs, enceintes et allaitantes, je rappelle le Figaro.santé, s'abstiennent totalement de boire, parce que la recommandation du site Figaro.santé, c'est abstinence complète. C'est pas, on peut en boire un petit peu,
Non, c'est 0. Voilà. Et donc moi je lis, en tant que lecteur du Figaro.santé.fr, je trouve que il faut voilà. Je vous propose d'élargir votre lecture au Figaro Magazine et donner la parole à son directeur adjoint. Moi je propose que les femmes enceintes soient interdites de lecture de certains ouvrages, je sais pas quoi, de Rabelais, de Balzac, de Flaubert, soient interdites de regarder certains tableaux où on voit des bouteilles où il n'y a pas de picto disant que les femmes enceintes ne doivent pas avoir de vin. On est quand même dans une société avec ce principe de précaution qui vient d'être inscrit dans la Constitution, mais qui prend une ampleur démesurée, parce que c'est très bien, mais on arrête tout le curseur de dire que le vin est dangereux pour les femmes enceintes, il faut le mettre partout, à ce moment-là, partout. Oui. D'accord, dans la littérature, dans les arts, dans le cinéma, on peut faire un film comme Cédric Lapiche. Par exemple, on est en train d'interdire, on est en train de limiter la vitesse à 80 km/h, et par exemple, on pourrait prendre une mesure qui sans doute ferait baisser nettement la mortalité sur les routes, c'est l'interdiction totale de l'alcool pendant qu'on est au volant. On est à 0,80 g. Une meilleure solution, c'est l'interdiction de la voiture. Non mais arrêtons la voiture. 30% des tués. Vivre dessus. Non, 30% des tués. 30% des tués sur la route à cause de l'alcool. Non, arrêtons les alcools. Mais il y a des pays où c'est interdit. Il y a des pays où c'est totalement interdit. Voilà, ça n'empêche pas les gens de boire de l'alcool quand ils ont envie, mais pas en conduisant. Et bien, d'une certaine manière, là, il ne s'agit pas d'interdiction, c'est un pictogramme, c'est une information. Vous êtes contre l'information alors que nous faisons le métier d'informer? Mais vous avez lu cette chronique, je vous livre. Comment on exporte du vin en disant aux gens, attention, n'en buvez pas, c'est une émission des internautes, mais là, je vous le rappelle. Là, vous êtes en train de défendre le lobby des plus gros groupes mondialisés de l'alcool. Parce que les 68 dont on parle, ils font tout leur chiffre d'affaires à l'extérieur du pays. D'ailleurs, leur argumentaire, c'est de dire, laissez-nous participer au festin de la mondialisation, ne nous empêchez surtout pas. Mais les Français, ils peuvent plus se payer ces vins-là. Pour une fois qu'on y participe. Le château Yquem, personne ne peut en boire en France, ou quasiment pas. Oui, donc les femmes enceintes, vous reconnaîtrez les femmes enceintes des grands crus. Vous défendez les profits au dépens de la santé publique. Ah si. Je veux bien croire qu'il y a quelques femmes enceintes. La réponse du camarade de Vecchio. Non, mais je veux bien croire qu'il y a quelques femmes enceintes qui ne sont pas au courant. Voilà. À ce moment-là, il y a un gros problème d'éducation quand même. C'est un problème de civilisation, et c'est pas la taille du pictogramme qui va le résoudre, et encore moins sur les grands crus, parce que franchement, donc ça ne fait rien aux grands crus. Vous croyez vraiment que les grands crus ça va faire quelque chose? Mais je pense pas que les femmes qui ne savent pas que c'est dangereux consomment des grands crus. Et après, c'est vrai que c'est agaçant parce que ça fait peut-être moins mal. Oui, ça fait peut-être moins mal. Ça s'inscrit quand même dans une politique hygiéniste qui, justement, de la mesure sur les 80 km/h aux politiques anti-tabac dans les films, etc. Et donc voilà, c'est la politique réduite à la taille du pictogramme. Je pense que les politiques sont impuissants à résoudre les vrais problèmes où on choisit de rééduquer les gens. Arrêtez par le lobby du vin pour dire ce qu'on dit ou c'est notre conviction? On n'est pas payé par le lobby du vin. C'est sûr qu'il est présent à l'Élysée. Vous savez très bien que la conseillère agriculture. On dirait pas. Je vais vous l'apprendre. Donc la conseillère agriculture, du président de la République, elle était la directrice du lobby du vin qui s'appelle Vin et Société, et qui, avant d'être à l'Élysée, faisait campagne pour l'association interprofessionnelle, et qui faisait campagne. Donc moi, ça me semble pas tout à fait un hasard si nous avons à la fois cette magnifique tribune de 64 grands domaines viticoles qui ne vendent quasiment jamais en France, parce que c'est trop cher pour le public français, en tout cas pour 90% de la population, et qui, d'ailleurs, si vous regardez l'argumentaire qui est dans votre journal, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, vous vous rendez compte, nous sommes un produit mondialisé. Ben oui, c'est un produit mondialisé, mais de la santé publique, c'est pas le problème des grands groupes mondialisés. Et qui fait vivre aussi beaucoup de gens, quand même, l'industrie du vin. Et par ailleurs, l'efficacité de votre lobby, il n'a pas l'air très... Les cigarettes, la CETA dans le temps faisait vivre beaucoup d'ouvriers en France. C'est pour ça qu'il y a autant de chômeurs. Sans doute. Tout le monde sait que... Mais ça n'a aucun rapport avec le petit viticulteur. Alors, je reviens, maintenant que les esprits, sans avoir bu, je tiens à le dire, se sont échauffés. Je tiens à dire que c'est une émission dédiée aux internautes et que Nick nous dit, tout le monde sait qu'une femme enceinte ne doit pas boire ni fumer. Si les gens sont stupides, c'est du darwinisme. Ça, c'est ce que nous dit. On pourrait faire de Dipat pareil dans la malbouffe, dans ces cas-là. Richard Bouygues, vous n'avez pas eu la parole. Ouais, mais c'était passionnant, donc c'est bien. Et puis j'avais pas de référence de François Hollande, donc j'ai préféré attendre sur ce coup-là. Non, mais là, vous venez de faire une blague à la François Hollande. Non, c'est pas possible. Il est trop fort. Donc je reviens sur. Le débat, en fait, il est intéressant et peut-être plus important qu'on ne le croit. D'abord, je pense que si... Non, très bien.
moi, je ne suis pas opposé à ce qu'il y ait des campagnes de santé publique, de prévention publique, et qu'elles soient organisées et qu'à un moment donné, elles visent à mettre sur des produits qui sont potentiellement dangereux pour des utilisateurs des avertissements, et que ce soit des avertissements qui soient plutôt visibles et lisibles. On l'a sur les paquets de cigarettes. Je ne trouve pas ça complètement délirant que ce soit posé. De même que si on trouve que sur les bouteilles de vin, il faut un meilleur étiquetage, pourquoi pas? Le seul truc, c'est que je comprends ni la méthode, ni le fait de dire que 1,5 cm ou je ne sais pas combien, tout d'un coup va faire la différence. C'est-à-dire que autant je pense que l'internaute qui vous interpellait, se trompe en disant que toutes les femmes savent. Non, toutes les femmes ne savent pas. Et je pense qu'il faut. En tout cas, Notin le savait. Je suis une femme et j'ai eu mon premier enfant en 1969. Il est évident que je savais qu'il ne fallait pas boire du vin. C'est parce que vous êtes bien informé, parce que vous allez sur le site Info Santé du Figaro. Mais par Figaro Santé. Par exemple, Figaro.fr. Rubrique santé. Donc je suis allé, moi, pardon Hervé, mais je suis allé avant cette émission parce que je ne suis pas un spécialiste de ce sujet. Je suis allé sur le site du Monde.fr. Et qu'est-ce que nous dit le site du Monde? Un, que ça existe depuis 2007 et donc que la polémique, elle est un petit peu étonnante. Que deux, non mais c'est aussi des bonnes sources d'information dans un pluralisme tel qu'il est là. C'est vrai. Et comme j'ai pas François Hollande, si c'est pour dire du bien de la concurrence, deuxièmement, on va passer à l'autre sujet. Non mais deuxièmement, ils disent quoi? C'est que en fait cette mesure, elle est quand même, enfin le fait de ne pas boire pendant qu'on est elle est plutôt bien comprise de la part des Français. Et quand on a des sondages, on a en gros un nombre important de personnes qui disent que effectivement, il n'est pas bon pour une femme enceinte de boire ou de fumer ou autre. Pourtant, il y a une partie qui ne le savent pas et sur cette partie-là, je pense que la ministre veut cibler. Donc, je trouve pas ça complètement délirant. Mais moi, c'est la méthode que je crois. Enfin, en ce moment, c'est la semaine de communication d'Agnès Buzyn, j'ai l'impression, à la fois sur la Coupe du Monde. C'est le côté un peu maîtresse d'école. C'est le côté maîtresse d'école. C'est le côté pourquoi un thème comme ça, on n'est pas sur une concertation. Pourquoi sur un thème comme ça? Alors que normalement, ça doit, je crois, aboutir à la fin de l'année. On a des préconisations qui doivent aboutir. Pourquoi sortir maintenant? Pourquoi le sortir comme ça, alors qu'elle sait pertinemment qu'elle va se taper une partie des lobbies et qu'elle n'a pas en face le soutien de ceux qui pourraient par contre la défendre, qui sont notamment l'ensemble des professions médicales. Hervé Nathan, je vous donnerai la parole sur ça, mais je voudrais qu'on aborde le dernier sujet parce qu'on ne peut pas y échapper, c'est le foot. La France a-t-elle déjà gagné? Passons au foot. Passons au foot, voilà, une vraie question importante. Souvenez-vous du mal que certains joueurs avaient à chanter la Marseillaise. C'est en tout cas pas le cas d'Antoine Griezmann. Voici ce qu'a déclaré ce matin le joueur français lors de la conférence de presse. Il faut être fier d'être français. Voilà, on le dit très peu. Mais voilà, on est bien en France, on mange bien. On a un beau pays, on a une belle équipe de France. On a des beaux Français, des beaux journalistes. Et voilà, faut être fier d'être français. Et j'ai envie que les jeunes aussi disent voilà, vive la France, vive la République. Bien entendu, c'était pour la mention aux journalistes qu'on tenait à justement retransmettre cet extrait. Il a failli dire on boit bien, après on mange bien. Cet extrait d'Antoine Griezmann. Jean-Christophe, c'est intéressant ce que dit Griezmann quand on regarde la réponse, plus sérieusement, c'est intéressant quand on regarde la réponse que les internautes ont donnée à cette question posée par le Figaro.fr. Pensez-vous que, non ça c'est la question Twitter, la question du Figaro.fr, c'est pensez-vous que le parcours de l'équipe de France favorise la cohésion nationale? Et les internautes ont répondu non à 57%. Oui, moi je pense que si. Pardon de dire ça, je pense que si. Je pense qu'il ne faut pas surinterpréter ce qui est en train de se passer, mais il ne faut pas bouder son plaisir de voir. C'est un moment éphémère. On est vacciné. On a vu ce que ça a donné en 1998 où tout était merveilleux. On s'est rendu compte que rien n'était merveilleux et que le vivre ensemble a vite disparu. Donc on sait qu'on ne va pas repartir, je pense, dans ces délires. D'ailleurs, il n'y a pas tellement de récupération, d'appropriation de cette victoire, mais on goûte ce moment de cohésion nationale qu'on apprécie, qui est joyeux. Cette victoire. Ils ont déjà gagné. Ah bah oui, bien sûr, oui. Contre les Croates. Franchement, il n'y a aucun doute là-dessus. De toute façon, on l'a déjà goûté. On a déjà participé. Combien de livres sur les Serbes? Sur les Serbes, oui. Non, mais je pense qu'il y a vraiment un moment de cohésion nationale qui vaut ce qu'il vaut, encore une fois. C'est pas, tous les Français ne vont pas s'aimer du jour au lendemain, mais c'est des moments qu'il faut apprécier pour ce qu'ils sont. Encore une fois, sans les exagérer, mais sans les minimiser non plus, sans faire la fine bouche, sans être cynique, sans dire oui, mais tout ça, c'est pour rien, c'est des beaufs qui sont beurrés et qui sont contents de l'être. Mais c'est pas grave, si on peut être à un moment donné heureux, à un moment donné dans sa vie, tous ensemble, allons-y. Allez, Wagdoc dit on va faire la fête dimanche et lundi, ce sera comme avant. C'est votre avis, Alexandre?
Oui, c'est mon avis, mais Jean-Christophe l'a bien dit, il ne faut pas non plus bouder notre plaisir, il ne faut pas reproduire les erreurs de 98 où on avait parlé de la France black blanc beurre et où quelques années plus tard le Stade de France était envahi par de jeunes supporters algériens qui sifflaient la Marseillaise. Donc ça c'est une réalité qu'il faut avoir bien en tête. Je crois que le pays est extrêmement fracturé et que la liesse populaire traduit aussi malgré tout une envie d'unité nationale. Le foot ne suffira pas, mais cette envie de transcendance collective est un signe, je crois, positif. Justement, il y a à cet égard, cette volonté de cohésion, ça se voit à travers la volonté de se retrouver sur les grands axes, sur les Champs-Élysées, ou bien sur les grands boulevards après la victoire, ou bien d'aller partager le spectacle du match sur les fan zones. Or, il y a un certain nombre aujourd'hui de mairies qui ont été sollicitées et qui disent qu'elles ne peuvent pas avoir des écrans géants parce qu'elles n'ont plus d'argent. Ça, c'est une évolution par rapport aux années précédentes, Richard. Oui, c'est une évolution, sachant qu'on avait déjà connu, pas les fan zones, enfin les fan zones, on les a découvertes un peu avec l'Euro 2016 en France, mais on a toujours essayé d'associer depuis très longtemps des grands écrans géants avec des grandes manifestations sportives. Je me rappelle que Frédéric Bredin, bien avant François Hollande, quand elle était ministre des Sports, avait déjà mis en place des écrans géants pour les JO de Barcelone. Et donc il y avait cette envie déjà de faire partager, à la fois dans des coins qui étaient très réputés à Paris, mais aussi dans des villes de banlieue, dans des villes en province, ce moment et ce temps. Là, finalement, on évolue, il y a des contraintes sécuritaires, les fan zones sont la rencontre entre à la fois le partage de l'émotion et en même temps des besoins de sécurité sur ce type d'événement. Oui, c'est difficile pour des mairies parce qu'elles ne peuvent pas forcément les organiser, c'est vrai, mais en même temps, aujourd'hui, les plus belles fan zones, c'est les terrasses des cafés. Les plus belles fan zones, c'est les rencontres d'appartements. On partage aujourd'hui davantage et presque plus dans les terrasses de café, qui sont aujourd'hui d'ailleurs, avec les vendeurs d'électroménagers et les médias, ceux qui profitent le plus de l'effet immédiat de la Coupe du Monde. Donc en gros, l'économie, elle profite à ce moment-là. La cohésion nationale dont vous parlez, moi je crois qu'effectivement, il y a besoin à un moment donné de vivre ces aventures collectives, il y a besoin d'avoir ce temps de respiration. Il faut se dire qu'il n'y a pas très longtemps, notre pays vivait des moments beaucoup plus difficiles, a été dans un moment où il a fallu passer aussi les caps et se retrouver pour un moment positif et non pas forcément dans des moments qui sont des moments où il faut faire des réponses collectives à des agressions extérieures. Je pense que ça dit beaucoup de ce qu'on attend et ça dit beaucoup besoin de communion nationale. Pourquoi Deschamps président Pourquoi Deschamps? Un peu parce que d'une certaine manière, il y a, par certains côtés, Didier Deschamps, c'est un peu l'anti-Macron aussi. D'une certaine manière, c'est de montrer que, d'abord, il se met plutôt derrière son équipe que devant, par exemple, même si évidemment, il est redevenu une vedette. Naturellement, un leader, rappelle Guillaume Loisy dans le portrait qu'il consacre dans Figaro. D'une certaine manière, on l'a pas vu faire le discours qu'on a vu faire devant les armées, de dire je suis votre chef avec les gros yeux, par exemple. Bon, etc. C'est le leader, suivez-moi, plutôt que le leader. C'est-à-dire que lui, il a déjà été champion du monde, qui n'est pas aussi. Voilà, donc, etc. C'est un peu compliqué, bien sûr, il y a une limite à l'exercice, mais voilà, on trouvait intéressant d'essayer de comprendre pourquoi le personnage de Didier Deschamps parlait à beaucoup de gens. Voilà, et je voulais juste rajouter par rapport à ce que j'ai ressenti. Quand même une drôle de gueule. Ce que j'ai ressenti après la victoire en demi-finale, c'est avec cette pièce populaire, c'était l'envie peut-être de dépasser le moment des attentats. C'est-à-dire tout d'un coup, les gens se retrouvaient non pas dans une grande liesse nationale, mais dans un moment où tout d'un coup on avait oublié que ça a été potentiellement dangereux d'être dans la rue. Tous ensemble, très nombreux, et que voilà, on avait un peu subverti les dispositifs de sécurité, même s'ils étaient très nombreux, ils seront très nombreux bien sûr dimanche, mais d'une certaine manière, l'envie de dire voilà, on est toujours vivant. C'est déjà pas mal. Maintenant, il va bien falloir s'y coller. Donc les pronostics 3-0 avec au moins un but de Giroud. J'aurais préféré l'Angleterre, et je dirais scénario catastrophe 1-0 pour la Croatie, et sinon 3-0 pour la France aussi, si ça se passe bien. Donc, Alors, moi, je réclame le droit pour ceux qui s'y connaissent vraiment pas de s'abstenir de faire un pronostic et d'avouer au moins qu'il n'y a pas 64 millions de sélectionnés en France, il y en a au moins 64 millions, moins un, c'est moi. Vu vos œuvres, vous êtes obligé de faire un pronostic. Vous n'aurez pas le droit de retrait. C'est ça, mais je suis très mauvais sur les pronostics, donc je vais dire 2-0 pour l'équipe de France, mais parce que j'ai envie que Loris ne prenne pas de but. Prolongation? Pas de prolongation? Non. Merci beaucoup. Édition spéciale à partir de 15h30 dimanche. On sera à Moscou avec nos envoyés spéciaux également dans la fan zone à Paris et en plateau les meilleurs spécialistes du Figaro et de Sport 24.
autre verticale du Figaro. Sur Sport 24, d'ailleurs, à suivre la finale pour la 3e place entre la Belgique et l'Angleterre. Ce sera demain soir. Et rendez-vous demain dès 9h30 avec Figaro Live, avec Alain Barluet, Sylvain Châtelain, Florence Saint-Victor du blog Mars Attack. On sera sur les Champs-Élysées également avec Sacha Benita, qui venez vivre et commenter avec nous le défilé du 14 juillet. Et j'en profite pour vous remercier d'avoir commenté, notamment le foot. On va gagner, nous dit Julien. Un match est gagné que lorsqu'il est joué, espérons, nous dit avec beaucoup de sagesse Annie, on espère juste que les Bleus auront les armes pour lutter et remporter ce match et cette coupe. Allez les Bleus. Ça, je soupçonne de notre modérateur de me l'avoir envoyé. Alors je le remercie. Je remercie infiniment Valentin Pilate et je remercie également toute l'équipe des réseaux sociaux que vous ne voyez pas et qui œuvre dans l'ombre pour la réussite de Point de Vue, qui est vraiment une œuvre collective. Je remercie donc Marie-Amélie Putala, Jean-Baptiste Émergian, Julie Coulon-Profisi, Valentin Pilate, Juliette Saint-Jean et Jérémy Pontieux. Et j'en profite aussi pour remercier nos intervenants, tous nos intervenants. Vous êtes venus souvent ici. Merci d'être toujours là, de dialoguer avec les internautes, avec notre public. Et à ceux qui se démènent également dans l'ombre, Charlotte Darche, toujours plus affûtée, Marie-Laetitia Bonavita, à qui l'on doit la qualité des intervenants, Lorraine Triard, et avec elle, Victor Lefebvre, Azilise Lecor, Marie-Amélie Baucher, Pierre Matignon, et bien sûr, toute l'équipe technique, Valérie Ancelin, Jean-Charles Cousin, Benjamin Bazin, Naomi Leroy-Venturine, Fanny, Adrien Finel. Merci à tous. Merci également à Guillaume Roquette et Marie-Amélie Lombard, la thune. Et vous les retrouvez quand revient Point de Vue, c'est-à-dire début septembre. D'ici là, vous restez sur Figaro Live parce que les programmes continuent. L'actualité, elle, ne prend jamais de vacances.